Alors, messieurs et dames, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission, Le Regard sur l'Afrique. Alors, aujourd'hui, deux sujets qui se veulent très importants. D'abord, l'ONU. Nous allons parler de la candidature de Macky Sall à l'ONU, au poste de secrétaire général. Eh bien, d'un côté, sa candidature au secrétariat général de l'ONU, officiellement soutenue depuis le 20 juillet par son successeur Bassirou Diomaye Faye, ce qui soulève une question que personne n'avait encore osé poser à Dakar. Il s'agit, n'est-ce pas, de sa question. Enfin, est-ce que sa mandature, sinon son mandat onusien, protégerait voilà Macky Sall pour concernant des procédures judiciaires engagées contre son régime. De l'autre côté, nous allons aborder le sujet concernant la CEDEAO qui confirme à Lunghi le lancement de sa monnaie unique, l'ECO, pour 2027. Eh bien, une promesse répétée depuis 2020, toujours reportée, et qui arrive cette fois dans une organisation que trois de ses anciens membres viennent de quitter. Eh bien, pour discuter de ces deux sujets, je suis avec le confrère Anissé. Bonjour, chers confrères. Merci de rejoindre cette émission au regard sur l'Afrique pour toujours décrypter de l'actualité africaine et des sujets qui marquent le continent. Bonjour Prudence, merci beaucoup. Et effectivement, comme vous l'avez dit, c'est deux sujets qui sont intéressants, pertinents au regard de l'actualité africaine. Et donc, c'est bien qu'on en discute et j'espère encore une fois, comme on le répète souvent, que ceux qui nous suivent pourront également contribuer aux échanges en nous apportant des avis et peut-être aussi des contradictions. Pourquoi? Exactement, c'est notre souhait et comme toujours, ce sont les contradictions qui font le débat. Eh bien, mesdames et messieurs, n'hésitez pas à partager avec nous votre avis en commentaire et surtout partagez autour de vous cette émission, likez et cela nous donnerait beaucoup de force. Pourquoi pas, faites-nous des suggestions pour des sujets que vous voudrez bien qu'on discute, n'est-ce pas, sur cette plateforme Lila Africain. Eh bien, nous allons aborder notre premier sujet de, de cette émission, de ce nouveau numéro de regard sur l'Afrique. Il s'agit de Macky Sall et la course au secrétariat général de l'ONU. Eh bien, parlons de contexte. Nous allons essayer, n'est-ce pas, de planter le décor en disant le 20 juillet 2026, le ministère de l'intégration africaine des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur publie un communiqué annonçant que le Sénégal apporte son plein soutien à la candidature de Macky Sall au poste de secrétaire général de l'ONU et instruite toute la diplomatie sénégalaise d'en faire la promotion auprès des États membres. Ce revirement est spectaculaire, d'autant plus que le 27 mars 2026, le gouvernement affirmait n'avoir en aucun moment soutenu cette candidature. 3 mois et demi plus tard, il en devient le principal avocat après une audience accordée à l'ancien chef de l'État au Palais de la République le 17 juillet. Alors, pour la toute première question de cette émission, et pour savoir, hein, déjà, je viens de le dire en l'instant, en mars, le gouvernement disait ne pas avoir soutenu, disait de ne pas soutenir voilà, cette candidature. En juillet, il en devient le premier défenseur. Qu'est-ce qui s'est passé entre le 27 mars et le 17 juin pour provoquer ce revirement, chers confrères? Euh, dire- Quand on dit que le gouvernement n'avait pas soutenu la candidature de Macky Sall, on ne serait pas très exact. Hmm. C'est un euphémisme. Le OK. gouvernement s'opposait à la candidature de Macky Sall au poste de secrétaire Mhm. général des Nations Unies et on sait pourquoi. C'est parce que justement, le président Bassirou Diomaye Faye est celui qui fut Premier ministre et maintenant qui est à la tête de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko, tous deux dans l'opposition vers la fin du mandat de Macky Sall, avaient connu des problèmes sérieux avec ce dernier. Et ils avaient d'ailleurs reconnu la prison.
Donc, quand Macky Sall a proposé, ou quand le Burundi, le président Burundi a proposé sa candidature au poste de secrétaire général des Nations Unies, bien évidemment, les deux personnalités qui étaient à la tête de l'État alors n'étaient pas pour, ils étaient contre. Ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas soutenu sa candidature, c'était un euphémisme. Il faut dire tout simplement qu'ils s'opposaient catégoriquement à cette candidature, pour des raisons bien sûr que je viens d'évoquer. Alors, la Ouais. question qui est posée, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Mhm. Avant de se poser cette question, il faut d'abord savoir, il faut se poser une autre question majeure. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus que j'avais Absolument. intitulée Qui est derrière la candidature de Macky Sall? Parce que c'est le Burundais Evariste Ndayishimiye qui a proposé cette candidature en tant que président en exercice de l'Union africaine. Mais autant que je sache, Évariste Ndayishimiye et Macky Sall n'étaient pas très proches. Bien sûr, ils furent des homologues, l'un à la tête de l'État sénégalais, l'autre à la tête de l'État burundais, mais ce n'étaient pas des copains. Pour que, de sa propre initiative, Évariste Ndayishimiye se lève un petit matin et dit, bien, je vais proposer la candidature de mon ami à la tête de l'Organisation des Nations Unies. Non, c'est que justement, le président burundais a, lui, proposé officiellement cette candidature, mais il y avait d'autres initiateurs. Peut-être qu'ils ne se montrent pas publiquement, mais ils existent. Il faut savoir que, justement, ce monde est dirigé par des lobbies. Il y a des lobbyistes qui sont allés voir le président d'Aïchimi à Gitega et qui lui ont dit, si vous proposiez notre ami en tant que candidat à la tête de l'ONU, peut-être que vous aussi, nous vous serions utiles dans un autre moment. C'est comme ça que ça se passe. Il y a des contreparties. Et donc, ce n'est pas Évariste Ndayishimiye qui s'est levé au petit matin et qui dit, je vais écrire à l'ONU pour proposer la candidature de Macky Sall. Il y a eu des lobbies. Et pour cela, justement, il faut se rappeler que Macky Sall ne vit pas au Sénégal. Depuis la fin de son mandat, il réside au Maroc et il est ami personnel du roi du Maroc. Et le Maroc, justement, dans ce genre de lobby, joue un rôle majeur. Il y a d'autres dossiers qu'on peut évoquer, peut-être c'est pas le moment maintenant, mais le Maroc a été cité dans beaucoup d'autres dossiers où il jouait de médiateur, où il jouait de lobbyiste. Et le Maroc, il faut se rappeler que c'est un pays maintenant qui est très proche de la France, qui est très proche des États-Unis, qui est très proche d'Israël. Et quand vous prenez ces puissances, vous comprenez en réalité ceux qui soutiennent la candidature de Macky Sall. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé justement? C'est la question que vous posiez. Qu'est-ce qui s'est passé pour que les autorités sénégalaises passent de- du refus catégorique de soutenir cette candidature à maintenant l'affirmation publique de dire cette candidature est la candidature du Sénégal. Ça veut dire que les lobbyistes qui sont allés voir Évariste Ndayishimiye ont approché également le président actuel, Bassirou Diomaye Faye. Bien sûr, en soutenant cette candidature, il y a également une touche personnelle, peut-être une touche aussi de la politique interne au Sénégal, dans le contexte des rivalités qui opposent Bassirou Diomaye Faye à Ousmane Sonko, dans le contexte politique où Bassirou Diomaye Faye, qui est en passe de créer une formation politique nouvelle,
a besoin de soutien également et que Macky Sall peut lui apporter ce soutien de la part de son parti, l'APR. Et donc, ça veut dire peut-être, Justement, abordant le sujet de sa rivalité avec Ousmane Sonko, je parle bien sûr de Bassirou Diomaye Faye. Est-ce que soutenir Macky Sall, comme vous l'évoquez, est une façon de consolider sa propre position face à son ancien camp? bien évidemment, puisque bien sûr, si vous avez vu, il y a beaucoup de cadres du PASTEF maintenant qui rejoignent le camp Bassirou Diomaye Faye. Il y en Exact. a. Mais quel que soit le nombre, il ne serait pas suffisant pour que la formation de Bassirou Diomaye Faye pèse contre Ousmane Sonko, très populaire, et qui a beaucoup de bases justement sur le terrain. Pour que le parti puisse être un contrepoids réel et véritable, Bassirou Diomaye Faye a besoin d'autres soutiens. Et si ça vient justement de l'APR, l'Alliance pour la République de Macky Sall, cela justement serait très, très significatif, puisque même si ce parti a perdu les élections de 2024, c'est un parti quand même qui a dirigé le pays pendant longtemps. Macky Sall est resté à la tête du Sénégal pendant 12 ans. Ça veut dire il y a de soutien quand même. Macky Sall a des soutiens au Sénégal. Et vous l'avez vu quand il est arrivé le 17, et vous en parliez tout à l'heure. Quand il est arrivé à Dakar, il a reçu un accueil chaleureux, digne d'un chef d'État. Même si beaucoup peut-être pensent que comme il a perdu les élections, comme maintenant c'est le PASTEF qui est qui est au pouvoir, beaucoup pensaient que peut-être la population était contre Macky Sall. Mais on a vu qu'il y avait beaucoup de militants qui étaient pour Macky Sall et qui lui ont réservé un accueil chaleureux. On l'a vu. C'était une foule en liesse qui chantait, qui acclamait. Bien sûr, peut-être avec euh, l'approbation tacite du pouvoir de Bassirou Diomaye Faye, cela se comprend. Mais bien sûr que s'il y a des gens qui font défection du PASTEF ou qui rejoignent le camp de Bassirou Diomaye Faye et qu'il y a des soutiens de la part de la PR, de Macky Sall, bien sûr que cela va constituer maintenant un parti très fort. C'est pour cela que je disais dernièrement qu'il serait peut-être une erreur de, de ne pas reconnaître la force politique de Bassirou Diomaye Faye. On ne sait pas ce qui va se passer lors des élections à venir, mais maintenant, personne ne sait réellement la force, le poids politique de Bassirou Diomaye Faye, puisqu'il est en train de constituer une force que je pense Ousmane Sonko va redouter, même si le PASTEF ne le dit pas publiquement. Mais on voit bien sûr que le parti qui va venir sera un parti très fort, même si il ne gagne pas les élections à venir. Et pourquoi pas d'ailleurs, ça peut arriver également. Mais même s'il les perd, d'autres échéances à venir seront peut-être avoir une confrontation directe entre le PASTEF et ce parti. On ne sait pas encore comment il va se dénommer, mais ce sera un parti très fort. Alors, justement, parlant de l'accueil qui a été réservé, nous tous en avons vu à, à Macky Sall. Et doit-on dire que aujourd'hui, Macky Sall a encore de la légitimité au Sénégal malgré tout ce qui se dit autour de lui, tout ce qui se dit autour de la personne. Et vous l'avez évoqué, sa candidature n'a pas été présentée par voilà le Sénégal, mais plutôt la Burundi. Comment est-ce que vous voyez cet accueil? Doit-on toujours dire que peu importe ce qui adviendra, Macky Sall aura toujours le soutien hein, de la population sénégalaise autour de lui? Il serait tout de même illusoire de penser que un parti qui a dirigé le pays pendant 12 ans peut ne pas avoir
des soutiens. Bien sûr qu'il y a des militants. Ce n'est pas parce qu'ils ont perdu les élections de 2024 qu'ils ne sont pas là. Mm. Ils ont très peu de députés à l'Assemblée nationale, cela se conçoit, puisque bien sûr c'est le PASTEF qui domine, mais ils sont là, peut-être invisibles pour l'instant sur la scène politique, mais ils sont là et ils militent, ils travaillent, je pense. Et Mm. donc l'accueil que Macky Sall a reçu, je pense que c'est un accueil chaleureux et sincère, puisque bien sûr il y a des militants qui sont là et qui lui accordent un crédit véritable. Et je pense d'ailleurs que il y a toujours dans ce qui se passe une part d'opportunisme. Quand je vois maintenant les partisans du PASTEF essentiellement accuser Macky Sall, euh, ils disent que c'est un assassin. D'ailleurs, il y a maintenant, vous avez vu quand il est arrivé, il y avait un collectif des membres des victimes de la répression de 2024 qui se sont constitués et qui veulent justement aller devant la justice. Mais ça fait Mhm. 2 ans que Macky Sall n'est plus président. Qu'est-ce qui a manqué pour que ce collectif porte plainte devant la justice? Pourquoi est-ce qu'on a attendu cette candidature au poste de secrétaire général des Nations Unies pour qu'on se souvienne que Macky Sall a fait des crimes, a ordonné la répression? Je ne dis pas que Macky Sall est innocent. Mais quand on voit justement le timing, quand on voit qu'on a attendu cette candidature et l'arrivée du président, l'ancien président à Dakar, pour qu'on constitue d'abord ce collectif des membres des victimes, des familles des victimes, et qu'on pense maintenant à faire, j'ai vu, il y a des gens qui veulent aller devant la justice internationale. Mais qu'est-ce qui a manqué pendant 2 ans pour faire cela? Hein? Pour faire cela, Ouais, est-ce que vous voyez là une manipulation de ces associations, bien de voilà, de ces personnes-là pour c'est pouvoir donc c'est donc sortir maintenant? comme je disais tout à l'heure, je ne considère pas, je ne vais pas affirmer que Macky Sall est innocent. Peut-être que ce qu'il a fait est répréhensible. Si c'est lui qui a redonné la répression de ces manifestations, bien entendu, il- ça reste condamnable. Mais je pose une toute petite question. Pourquoi est-ce qu'on a attendu qu'il pose sa candidature à la tête de l'ONU pour qu'on se souvienne bien sûr qu'il y a des crimes qu'il a commis? Et d'ailleurs, on peut se poser une autre question. Quand on voit maintenant, Macky Sall a passé 12 ans à la tête du Sénégal, mais les crimes qui lui sont reprochés ont été commis à la fin de son mandat, lors des On parle de manifestations 2021, 2024. 2024 essentiellement, Oui. au moment où il y avait des troubles. Et quand il y a des troubles, bien sûr, on ne peut pas savoir ce qui se passe. Parce que ce soit ceux qui manifestent, les manifestants qui ont des revendications à faire, mais des fois, les manifestants le font dans des conditions très violentes. Et quand il y a de la violence, il y a les forces de l'ordre qui sont là, qui font usage légitime qui leur sont reconnus par la loi pour empêcher les manifestants de commettre les violences. Et c'est justement dans ces confrontations qu'il peut y avoir des crimes. C'est pour cela que ce qui s'est passé ne peut évidemment s'affirmer qu'à la lumière des investigations sérieuses et conclues par des décisions de justice. Tant que il n'y a pas eu de procédure judiciaire, tant que la justice ne s'est pas prononcée, on ne peut pas accuser quiconque d'assassin. C'est justement ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Donc, je considère que ce qui est accusé,
Ce dont on accuse Macky Sall s'est déroulé vers la fin de son mandat. Ça veut dire que, de façon implicite, on dit que pendant le reste de son règne, plus de 10 ans, il a bien dirigé le pays. Même si, bien sûr, ça ne veut pas exonérer même une simple faute, elle doit évidemment, euh, on doit répondre là-dessus, même si on a commis un seul crime pendant 12 ans. Mais cela interroge tout de même. Justement, cela interroge et revenons à sa candidature. L'Union africaine n'a pas endossé la candidature en mars. 20 États membres ont bloqué. Et parmi les 6 candidats déclarés, 5 viennent d'Amérique latine, une région qui réclame la rotation euh, géographique depuis 1991. Eh bien, quelles sont objectivement les chances réelles de Macky Sall de remporter voilà, cette élection? Ça revient à ce que nous disions juste au début. Ça dépend Mhm. des lobbies, des soutiens qu'il a. Et quand vous avez le soutien des États-Unis, quand vous avez le soutien de la France, le soutien d'Israël, je pense vous avez beaucoup de chances de réussir. Et vous l'avez vu justement dans sa campagne. Il s'est rendu également à Moscou. Moscou ne s'est pas opposé à cette candidature. Donc, si vous avez des grandes puissances occidentales, plus quelques pays de l'Orient, vous avez normalement toutes les chances de réussir. Et vous parliez bien sûr de la rotation géographique. Je constate effectivement que l'Afrique, depuis 90 ou 88, a connu tout de même 2 secrétaires généraux des Nations Unies. On a connu Boutros Ghali, l'Égyptien. On a eu Kofi Annan. Annan, le Ghanéen. Et maintenant, il y a le Sénégalais Macky Sall qui se présente. Et donc, si il réussit à être élu, ça veut dire que d'autres pays, d'autres continents, d'autres régions du monde ont raison de réclamer, parce que il y a tout de même la planète constituée de 5 continents. Si on voit que c'est de l'Europe à l'Afrique ou à l'Amérique du Nord, cela veut dire beaucoup. Mais pourquoi justement, des fois, c'est les Africains qui sont choisis? C'est que peut-être, d'abord, on peut se poser la question, quel est le poids du secrétaire général des Nations Unies dans des questions, dans des décisions qui se prennent au sein de cette organisation? Je pense que le secrétaire général est un poste de façade qui n'a aucun pouvoir. Puisque les vrais problèmes, justement, se discutent au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, il y a 5 pays qui disposent du droit de veto, qui peuvent s'opposer, qui peuvent décider de ce qu'ils veulent. Et ils ont justement besoin d'un secrétaire général facilement manipulable. Je ne veux pas dire que Macky Sall est quelqu'un de malléable, mais s'il y a des gens qui font campagne pour lui, qui font des lobbies pour qu'il soit candidat, c'est qu'ils pensent qu'il peut lui rapporter le soutien nécessaire à la prise des décisions qui leur sont utiles. Je pense que c'est ça. Je ne veux pas dire que d'autres candidats qui sont en lice maintenant, il y en a 3, comme vous le disiez, qui sont du continent américain, Amérique du Sud, Amérique latine. Il y a quand même une Guyanaise. La Guyane, normalement, c'est français, même si géographiquement se situe dans cette région-là. Ça veut dire que même s'ils peuvent aussi être du côté des grandes puissances de ce monde, mais peut-être qu'ils ne sont pas très bien connus. Et Macky Sall, au vu des responsabilités qu'il a occupées dans son pays, au vu évidemment des relations qu'il entretient, ça veut dire que c'est quelqu'un qu'on a appris à connaître et qu'on pense effectivement qu'il peut contribuer à ce qu'il veut.
Aujourd'hui, quoi qu'on en dise, Bachelet n'a plus forcément le soutien de son pays. Maintenant, au-delà de cet aspect, Macky Sall, vous avez effleuré le sujet. Il faudrait quelqu'un de malléable, quelqu'un qu'on puisse, entre griffes, manipuler. Si on voit que Macky Sall peut jouer aisément ce rôle, d'autant plus que Macky Sall a un carnet d'adresse, doit-on le dire, fourni, il a la facilité, voilà, de s'approcher de beaucoup de chefs d'État et de pays. Alors, on peut sur cette base choisir Macky Sall aisément pour pouvoir, n'est-ce pas, jouer ce rôle-là d'aller apaiser les tensions une fois que entre guillemets, les dégâts auraient été commis. Est-ce que vous voyez en ce sens qu'on puisse, voilà, en ce sens, choisir Macky Sall pour jouer ce rôle-là, j'ai envie de dire, voilà, jouer faire le sale boulot pour les grandes puissances. Je pense que c'est bien sûr en partie pour cela qu'il a été choisi. Il a été choisi pour que justement il puisse faire le travail. Et d'ailleurs, vous parliez tout à l'heure des 20 pays qui n'ont pas soutenu la candidature de Macky Sall. Vous verrez maintenant que le Sénégal l'a officiellement soutenu. Vous verrez que la liste, le nombre va diminuant d'ici quelques jours. Puisque justement, il y a des lobbies qui sont en cours. Il y a des gens qui sont au travail, qui sont à la manœuvre et qui vont convaincre les uns et les autres, peut-être avec certaines contreparties, et pour lesquelles ils soutiennent cette candidature. D'ici le début des élections, je pense que les premières élections, c'est le 30 juillet, la semaine prochaine, il y aura des surprises. Ça veut dire qu'il y aura des retournements de veste. Quelques pays auront choisi, qui avaient tourné le dos à cette candidature, vont rentrer dans l'ordre puisque justement, il y a des discussions en coulisses, il y a des négociations. Et on verra que la candidature de Macky Sall, si elle est voulue par les grandes puissances, occidentales essentiellement, elle va passer. Pour ce qui concerne le ralliement de certains pays à la cause de Macky Sall, parlant toujours des lobbies, il ne faut pas oublier les États-Unis, la puissance aujourd'hui de l'administration Trump, hein, qui voilà, s'oppose à tout, qui a son droit de veto non seulement à l'ONU, mais partout dans le monde. Il a le droit, je veux bien sûr parler de Donald Trump, il a le droit de faire tout ce qu'il veut aujourd'hui. Et malheureusement ou heureusement, l'administration Trump a, enfin, semblerait pencher beaucoup plus pour Raphaël Grossi. Est-ce que Washington peut peser, hein, sinon doit-on dire que ne va pas peser assez pour fermer la porte à tout autre candidat et surtout à la candidature de Macky Sall? Bon, Raphaël Grossi c'est quelqu'un qui était à la tête, qui est jusqu'à présent à la tête de, de l'autorité de l'énergie nucléaire. C'est une agence des Nations Unies. Et bien sûr, on le connaît. Ça veut dire que lui aussi peut remplir le rôle qu'on attend de Macky Sall. Donc, on dit, si jamais il y a un incident qui fait que Macky Sall n'est pas élu à la tête de l'organisation onusienne, on va peut-être se rabattre sur la candidature de Raphaël Grossi. Mais ne vous en faites pas, justement, c'est ce que je disais, tout se négocie. Ça veut dire, il y a les grandes puissances, il y a la France qui, si elle tient beaucoup à cette candidature de Macky Sall et d'autres puissances, je parlais du Maroc, qui n'est pas moindre sur le continent africain, je parlais également d'Israël, qui est une grande puissance également sur le plan géopolitique. Et donc, si toutes ces puissances soutiennent Macky Sall, il sera très difficile aux États-Unis de ne pas se ranger, puisque bien évidemment, même si c'est la première puissance politico-économique du monde, les États-Unis ont également besoin d'autres pays pour pouvoir mener à bien leurs objectifs. Et donc, ça veut dire ils peuvent soutenir.
la candidature de Raphaël Grossi, mais quand on va négocier, peut-être on verra que la balance va pencher du côté de Macky Sall. Alors, quand on revient au Sénégal, par exemple, en février, Guy Marius Sagna avait dit que soutenir cette candidature serait une trahison vers les victimes de 21, de 2021-2024. Nous l'avons évoqué plus haut. Alors, quand Diomaye Faye a tranché dans l'autre sens, c'est-à-dire apporté son soutien à Macky Sall, aujourd'hui ou sinon à l'avenir, comment l'opposition sénégalaise reçoit-elle hein, déjà ce message et comment se comporterait cette opposition vis-à-vis de Diomaye Faye et de son gouvernement? Ce que dit ce député du PASTEF, je pense que c'est de la justice et de la rue, Mm. à laquelle on ne peut accorder aucun crédit. Puisque je disais tout à l'heure que jusqu'à ce jour, 2 ans après le départ de Macky Sall de la tête de l'État sénégalais, aucune plainte n'a été déposée. Aucune plainte n'a été déposée. Et donc maintenant, les opposants commencent à parler de sa culpabilité justement, puisqu'il a déposé cette candidature. C'est de l'opportunisme politique. C'est de l'opportunisme. Ça veut dire tout simplement, ils disent, lui, c'est un assassin. C'est du character assassination, comme on dit en anglais. Ça veut dire tout simplement, c'est pour dire à ceux qui le soutiennent, cet homme est dangereux. Mais encore une fois, il est présumé innocent, puisqu'aucune plainte n'a été déposée. Et bien entendu, il est présumé innocent. Et moi, je dirais par contre, contrairement à ce que dit Gumarius Sagna, que le fait de ne pas soutenir la candidature de Macky Sall à ce poste prestigieux serait une trahison pour le pays. Puisque quoi qu'on Ok. dise, c'est leur compatriote. C'est quelqu'un qui a été aux responsabilités. Il a été Premier ministre. Avant, peut-être qu'il a été député, je ne sais plus. Il a été Premier ministre, il a été président de la République. C'est quelqu'un, quand il sera, si jamais il est élu à la tête de l'organisation onusienne, il, il représentera le Sénégal. C'était une erreur de la part du pouvoir sénégalais de ne pas soutenir cette candidature. Et je pense que le président Bassirou Diomaye Faye a bien fait de rectifier le tir. Dans ce genre de circonstances, il faut dépasser les clivages. Il faut oublier ce qui dépasse et ce qui sépare les gens. Voir tout simplement que c'est quelqu'un, un compatriote, qui va aller vers ce poste et que même si vous ne l'aimez pas, il ne manquera pas de plaider pour votre pays. Et ça, c'est très intéressant, c'est très important, puisque quand il est là, même s'il y a des choses peut-être qui vont sourdir en coulisses contre votre pays, il ne manquera pas d'avertir les autorités du pays. Quoi, même si c'est un opposant, même si c'est quelqu'un avec qui vous ne vous entendez pas, il ne va pas trahir votre pays quand il sera à la tête de l'ONU. Et donc, pour moi, contrairement à ce que dit Guy Marius Sagna, je pense que le fait de ne pas soutenir cette candidature aurait été une trahison. Il y a peut-être une dernière question pour quitter le sujet. Ne pas soutenir Macky Sall serait une trahison, voire une erreur de la part du Sénégal. Là, on parle du Sénégal, mais au fond, est-ce qu'un Africain au secrétariat général de l'ONU, quel qu'il soit, changerait quelque chose au poids réel de l'Afrique dans la gouvernance mondiale? Surtout quand on sait que bon, le poste de secrétariat général, c'est un poste qui n'a pas
en tant que telle, de valeur, et aussi que l'Afrique ne dispose pas de droit de veto au sein de cette organisation. Qu'est-ce que cela changerait concrètement voilà, au poids réel? Est-ce que ça va changer quelque chose au poids réel de l'Afrique dans la gouvernance mondiale? Bon, en principe, quand on occupe un tel poste, on représente tous les pays du monde. Mm, On ne représente, même si je disais tout simplement que quand Macky Sall va être à la tête, s'il est élu, s'il va être à la tête de l'ONU, il ne manquera pas de servir tout de même les intérêts du Sénégal. Mais normalement, quand on est à ce poste, on sert les intérêts de tous les pays sur un même pied d'égalité. Ça veut dire on ne représente pas le Sénégal, on ne représente pas le continent africain. Mais vous le disiez vous-même, c'est un poste qui, normalement, ne sert pas à grand-chose. C'est pour cela que nous disions que les grandes puissances ont besoin de quelqu'un à qui elles vont dicter leurs desiderata pour que ce soit mis facilement en exécution. Et donc, que ce soit Macky Sall et que ce soit notre secrétaire général des Nations Unies, ressortissants d'un pays africain. On les a vus d'ailleurs, je l'ai cité tout à l'heure, il y a eu Boutros Ghali, il y a eu Kofi Annan, ça ouais. n'a pas changé grand-chose. Sur la représentation des pays africains au sein de l'Organisation des Nations Unies. Peut-être que ce que peut faire Macky Sall, c'est qu'il peut profiter de ce qui se passe maintenant. Il y a beaucoup de voix qui s'élèvent pour qu'il y ait des réformes au sein des Nations Unies. Pour qu'on abandonne ce système, par exemple, de ces 5 pays qui disposent, qui ont Le droit de qui sont des veto. membres permanents du Conseil Ouais. de sécurité des Nations Unies, qui disposent du droit de veto. Soit on élargit le nombre aux autres régions du monde, puisque ce sont normalement des grandes puissances, on en ajoute d'autres. Soit on fait en sorte que il y ait des membres permanents, pardon, des membres du Conseil de sécurité, mais qui tournent, Mhm, pas des membres permanents. Vous voyez, la France et les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Chine et la Russie, qui dictent justement leur volonté au reste du monde de façon permanente et sans changement. Cela ne peut pas continuer comme cela. Du moins, il y a des voix qui s'élèvent. Et vous avez vu, par exemple, que le G20, le G20 qui regroupe certains membres justement du Conseil de sécurité, a proposé des réformes. Et je dis donc que Macky Sall peut profiter justement de cette donne, des voix qui s'élèvent, beaucoup qui réclament des réformes pour peut-être accompagner ce mouvement mondial qui demande des réformes au sein des Nations Unies. Comme il est ressortissant des Nations Unies, il peut pardon, africain, il peut en profiter pour peut-être apporter plus de poids ou essayer de convaincre beaucoup de pays qui seraient réticents. Mais à part cela, je pense qu'il n'a pas beaucoup de poids. eh bien, merci. Déjà, nous entamons, si nous sommes arrivés à la fin de ce premier sujet qui concernait la candidature de Macky Sall au secrétariat général, pour le secrétariat général de l'ONU. Mesdames et messieurs, vous suivez Regard sur l'Afrique. Merci d'être des nôtres. Nous allons aborder le second sujet. Eh bien, sachez que Macky Sall, lui, mise sur une institution internationale pour rebondir, tandis que la CEDEAO, elle, mise sur une promesse économique pour prouver qu'elle existe encore. Après, bien sûr, le départ de 3 de ses membres, nous allons bien sûr parler du Mali, Burkina Faso et du Niger, et 20 ans d'hésitation sur la monnaie unique. Eh bien, messieurs et dames, chers confrères, parlons de l'écho. Alors, le 19 juillet dernier, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO se réunissent à Lungi
en Sierra Leone pour la 69e et session ordinaire de la conférence. Dans le communiqué final, il confirme le lancement de la monnaie unique ECO en 2027. Mais ils retiennent une approche progressive. Seuls les pays remplissant les critères de convergence macroéconomique pourront intégrer le premier cercle. Euh, un appui approprié sera fourni aux autres pour faciliter leur adhésion ultérieure. La marque ECO a été enregistrée auprès de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. La Guinée demande à rejoindre la task force présidentielle sur la monnaie unique. Eh bien, ce n'est pas la première fois que la CEDEAO fixe une date. D'abord en 2020, 2025, maintenant en 2027. C'est la troisième fois que la CEDEAO fixe une échéance pour l'écho. Qu'est-ce qui justifie cette fois-ci d'y croire, cher Anissé? Euh, on attend, on verra si évidemment en 2027 cela va se concrétiser. Mais j'espère tout de même que si les chefs d'État et de gouvernement ont pris cette décision, c'est qu'ils ont des informations que nous, on n'a pas. Puis il y a des équipes qui ont travaillé là-dessus et qui pensent bien sûr que d'ici l'année prochaine, cela va se mettre en place, bien sûr. Mais ils disent qu'il faut que les pays, le premier cercle, justement, ils n'ont pas dit lesquels. D'ailleurs, ces conditions macroéconomiques dont ils parlent, ils ne l'ont pas, ils ne les ont pas précisées. On ne sait pas quelles sont les Pas du conditions tout. macroéconomiques. Il aurait fallu qu'ils les rendent publics pour qu'on sache, même les observateurs comme nous, même le grand public, puissent dire tel pays ne remplit pas de telles conditions. Ça veut dire ça reste quand même un peu flou. Puisque si vous ne dites pas au grand public, voici quelles sont les conditions macroéconomiques dont nous parlons, pour que chacun puisse se dire, ah, si c'est de telles conditions, alors, ah tiens, le Togo ne les remplit pas. Euh, Peut-être que la Côte d'Ivoire, si, ça les remplit. Mais on ne sait pas de quelles conditions il s'agit. Donc, ça veut dire que c'est quelque peu flou. Mais tout de même, je dis que l'intention est bonne. Puisque si vous avez une communauté économique, comme justement la CEDEAO existe depuis longtemps, une communauté économique, si vous avez une monnaie unique, ça faciliterait beaucoup de choses. Donc, sur le plan de la romanisation, je pense qu'ils ont raison de décider, de prendre une telle décision pour que il puisse y avoir une seule monnaie qui faciliterait bien évidemment les échanges, sans devoir faire des... vous voyez, quand vous avez la Naira, d'autres, le franc CFA, euh, c'est pas évident. Mais quand vous avez une seule monnaie, bien évidemment, je le vois sur le continent africain, quand vous avez l'euro, surtout euh, dans l'ensemble de l'Union européenne et la communauté économique européenne, ça facilite beaucoup de choses, sans devoir passer par le bureau de change. Vous avez des naira, vous avez besoin de francs CFA, ça facilite les échanges, bien évidemment. Ils ont raison de vouloir aller dans cette direction. Mais est-ce que les conditions sont remplies pour que cela soit mis en application? Bien évidemment, c'est ce que je disais. Eux, ils ont des informations que nous, on n'a pas, mais ils n'ont pas communiqué suffisamment là-dessus pour qu'on puisse se faire une idée réelle. Si tel ou tel pays ne remplit pas les conditions, puisque les conditions n'ont pas été précisées, n'ont pas été rendues publiques. Et donc, je dis l'intention est bonne, mais pour dire que l'année prochaine sera l'année peut-être fatidique pour que cette décision soit mise en application, on attendra pour voir.
Et bon, la CEDEAO évoque les critères comme déficit budgétaire qui devait être inférieur à 3% du PIB, l'inflation qui devait être en dessous de 10% et un taux d'endettement maîtrisé. Eh bien, c'est bien vrai que on n'a pas fait le bilan, il n'y a pas de bilan officiel sur le nombre exact de pays actuellement qui respectent, n'est-ce pas, ces critères-là. Mais comme vous l'avez dit, sûrement qu'ils ont des informations qu'ils n'ont pas communiquées. Peut-être les jours à venir nous fixeraient beaucoup plus. Alors la décision de Lungi de lancer le cours hein, uniquement pour avec les pays prêts hein, entre griffes n'était pas une façon de reporter hein, indéfiniment la promesse hein, en changeant la définition. Hein. Aujourd'hui, bon, voilà, on dit que bon, les pays, on va commencer avec les pays presque. Lorsqu'on serait en 2027, il n'y aura pas encore, voilà, une autre promesse pour nous donner encore une autre définition de la chose. Il y aura un autre prétexte. Mais quand on dit par exemple des pays qui maîtrisent la dette, quel est Oui. le pays africain qui maîtrise la dette? Ça veut dire que personne ne C'est saurait. justement avec ces pays-là qu'ils vont, qu'ils vont commencer. Peut-être qu'ils vont Ouais. nous le rappeler les jours à venir. C'est très compliqué. C'est très compliqué Oui. d'ailleurs. Aucun pays du monde maintenant ne maîtrise la dette, Mhm. puisque la dette est contrôlée par les grandes institutions internationales et surtout, c'est là qu'on appelle les institutions de Bretton Woods, mais également contrôlées par les grandes puissances. Même si les grandes puissances en question, comme les États-Unis, comme la France et comme le Japon, sont des pays très endettés. Donc, ils sont endettés, peut-être qu'ils peuvent dire qu'ils contrôlent leurs dettes. Mais en Afrique, justement, puisqu'on n'a pas la main, puisque ça vient de l'extérieur, et notre politique monétaire, notre politique économique est contrôlée par l'extérieur, ça veut dire les grandes puissances, c'est très difficile de dire que tel ou tel pays maîtrise sa dette. C'est très compliqué. Surtout que certaines dettes sont héritées de la colonisation. Jusqu'à présent, les pays africains sont en train de payer la dette qui a été héritée de la colonisation. C'est compliqué donc dire à qu'on maîtrise la dette qu'on n'a pas contractée. Certes, vous n'êtes pas dans le secret des dieux, mais est-ce que vous penserez que d'ici à 2027, est-ce qu'il y aura voilà, des lobbies, des négociations quelque part, ou bien ces chefs d'État hein, et de gouvernement de la CEDEAO mettront en place, sinon les pays de la CEDEAO hein, mettront en place des mécanismes pour pouvoir, un tant soit peu, soit réduire ces dettes-là, ou voilà se faire, j'ai envie de dire, oublier, hein, entre guillemets, ces dettes-là par, auprès de ces pays. Est-ce possible, vous voyez, vous imaginez un peu ce scénario-là d'ici à 2027 pour pouvoir J'espère véritablement en tout cas qu'ils y entrer dans les faits? travaillent. J'espère Mhm. qu'ils y travaillent. Et moi, je ne veux pas les blâmer. S'ils ont choisi la date, l'année 2027, ça veut dire qu'ils y mettront les moyens. C'est ce que j'espère. Si ce ne sont que des paroles, qu'ils ne font que parler, ce serait autre chose. Mais s'ils se sont donnés comme date justement l'année 2027 et qu'ils y mettent les moyens, qu'ils travaillent, même s'ils n'y arrivent pas, personne ne va les blâmer, personne ne va les condamner. Le plus difficile serait de ne pas travailler, ça veut dire de duper le public, dire à l'année prochaine on va y arriver alors qu'on ne fait rien. Mais s'il y a des moyens qui sont mis en place, s'il y a des cadres qui sont désignés pour travailler sur cet objectif, j'espère qu'il y a des équipes techniques qui sont en place et qui sont travaillées jour et nuit. Même s'ils n'y arrivent pas, au moins, ils auront fait le nécessaire. Voilà, c'est ce que j'espère. Et sinon, s'ils n'y arrivent pas et qu'ils repoussent encore l'échéance d'un an ou de 2 ans, personne ne va les blâmer. Au moins, ils auront travaillé puisque, bien évidemment, comme je disais, l'intention est bonne, ne fût-ce que pour la romanisation, sur le plan de la romanisation de la politique.
économique et monétaire. Mhm. D'accord. Personne ne les blâmerait. Et bien, il y a aussi une chose que le communiqué de Lungi ne dit pas sur le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Ces trois pays restent dans l'UEMOA et utilisent le franc CFA, une monnaie que le co est censé remplacer à terme. Comment résoudre cette contradiction? Bien, c'est juste le nom qui va changer, mais ça restera quand même le franc CFA. C'est une très bonne observation, puisque bien évidemment, même si l'éco est créé, c'est une monnaie qui sera endossée sur une devise étrangère, Mm. soit le dollar, soit l'euro. Et c'est justement ce qu'on reproche au franc CFA. Ouais. Et j'ai vu d'ailleurs quelques commentaires sur les réseaux sociaux. Quelqu'un se demandait où est-ce que les billets de banque seront fabriqués. Mm. Est-ce qu'on peut dire, on va créer une monnaie souveraine, l'éco, mais peut-être que les billets de banque vont être fabriqués à Paris ou à Berlin. Ça veut dire que rien ne serait changé. Ouais. Ce serait toujours, si vous fabriquez vos billets de banque éco à Paris, comme c'était le cas pour le franc CFA, Le et français. que l'éco est endossé à la devise, disons, l'euro, comme c'est maintenant le cas pour le franc CFA, vous n'aurez rien résolu. Tout simplement, peut-être le seul objectif, comme je disais, l'harmonisation de la politique monétaire, là, vous y serez arrivé, mais sur le plan de la souveraineté économique, rien n'aura changé. Vous parliez des pays de l'Alliance des États du Sahel. Dernièrement, il y a des rumeurs aussi qui circulaient comme quoi les trois pays voudraient créer leur propre monnaie, mais j'ai vu qu'il y avait des démentis. Ils ont vu peut-être que c'était très compliqué. La monnaie unique, c'est pas facile. Et donc, ils ont compris également que même s'ils ont pris leur distance avec le reste de la CEDEAO, mais que sur le plan monétaire, ils ont intérêt à rester peut-être dans le giron de l'UMOA. Et bien évidemment, le reste de la communauté ne va pas s'en plaindre, puisque tous ces pays-là, les uns ont besoin des autres, dans le cadre de l'économie, dans le cadre justement de la politique monétaire. Et j'espère qu'ils pourront collaborer. Et d'ailleurs, s'il y a des négociations qui sont en cours entre la CEDEAO et l'AES, ça peut faire partie peut-être des sujets à négocier pour qu'on puisse rester dans cette union monétaire. Et ce serait très important pour que les échanges puissent se faire de façon plus facile. Selon ce qui se dit et vos analyses, est-ce que vous pensez que l'éco pourrait naître dans une situation où il coexiste avec le franc CFA? Genre, on peut avoir l'éco et à côté le franc CFA au sein de la région. Est-ce que vous voyez ça? Vous entrevoyez voilà, cela ainsi? Ce que vous disiez, évidemment, ce que j'ai compris également, c'est que l'éco est appelé à remplacer le franc CFA. Hmm. Sinon, si ça cohabite, euh, ça n'aurait pas de sens. Oui, Sauf qu'il y a quand même le franc CFA, peut-être, qui n'est pas de l'UMOA. Parce que le hmm. Gabon n'est pas membre de l'UMOA, la Centrafrique n'est pas de l'UMOA et ces pays-là utilisent également le franc CFA. Et ce n'est pas le même franc CFA. Tout de même, Oui, ils ont peut-être la même provenance. C'est que c'est un franc qui a été imposé par la France, l'ancienne puissance coloniale. Mais je pense que ce n'est pas la même banque centrale qui contrôle. Et mhm. donc, l'éco remplacerait le franc CFA de l'UMOA. Alors que peut-être le Gabon, la Centrafrique resterait peut-être avec le franc CFA. Pourquoi pas peut-être un peu plus tard demanderait également à adhérer à cette monnaie unique.
Alors, le Nigeria est la première économie de la zone avec plus de 60% du PIB régional. Son NERA est aussi sa monnaie nationale et les Nigériens, ils sont très attachés. Alors, est-ce que sans le Nigeria dans le premier cercle, est-ce qu'un éco sans NERA a un sens économique? Vous savez, lorsque l'euro a été créé en 2002, beaucoup de pays européens n'étaient pas pour, Hmm. surtout les Allemands. L'Allemagne qui reste jusqu'à présent et dans le temps également la, la première économie européenne. Et ils avaient une monnaie très forte. Et la monnaie, l'euro, a été créée en se basant surtout sur la valeur de la Ouais. monnaie allemande de l'époque. Je pense que c'est ce qui peut se passer également en Afrique de l'Ouest au sein de la CEDEAO, puisque justement, comme vous le disiez, le Nigeria est la première économie de cette région. On peut créer le- l'écho, mais en partant plutôt de la valeur de, on dit la naira ou le naira, je ne sais pas. Le NERA? Le naira, voilà. De la valeur de la naira, puisque justement, euh, le pays, le Nigeria, reste jusqu'à ce jour l'économie la plus prospère de cette région. Donc, ça peut se faire. En Europe, ça s'est fait et jusqu'à présent, l'euro fonctionne très bien et cela ne n'empêcherait pas l'éco d'être une monnaie très forte également. Et ça ne Alors, nuit pas non plus à l'économie nigériane. le commerce intra-CEDEAO représente, disons, 12% des échanges régionaux. Est-ce que le problème vient de l'absence de monnaie commune ou la monnaie unique est-elle une solution à un problème dont les causes sont ailleurs, dans les infrastructures, les barrières douanières, la gouvernance? Est-ce que le cause Euh, viendra résoudre ce problème? C'est une solution à un problème ou voilà. c'est complexe. C'est complexe, c'est parce que justement, quand il y a justement des problèmes, par exemple, de l'ordre économique, normalement, les banques centrales jouent un rôle très important. Et quand vous créez une monnaie unique, ça veut dire également que vous avez une banque centrale unique qui contrôle la monnaie, qui peut baisser les intérêts, qui peut augmenter les intérêts en fonction évidemment des conjonctures. Et donc, c'est pour cela justement que ça peut jouer dans le cadre du commerce ou des échanges. Ça veut dire, vous pouvez dévaluer la monnaie, vous pouvez la surévaluer, mais quand vous n'avez pas la même politique monétaire, c'est très compliqué. Les échanges peuvent, enfin, il y a une situation très complexe. Ça peut également provenir de la mauvaise gouvernance, comme vous disiez, mais le fait d'avoir une même banque centrale peut avoir son importance. Peut-être que cette banque, on peut la construire au Nigeria, pourquoi pas, ou même au Ghana, si possible. Maintenant, et si l'éco se lance en 2027, comme dit, avec trois pays ou quatre, peut-être ou plus, et que, supposons que le Nigeria ne fait pas partie du premier groupe, ce serait un succès, hein, ou un échec pour la CEDEAO, selon vous? Non, ce ne serait qu'un début. Dis-moi, au Hmm. dire justement des dirigeants de la CEDEAO, ce n'est qu'un début. Ça ne veut pas dire que les pays qui ne feront pas partie du premier cercle seraient rejetés, mais tout simplement, on leur dit, oh, faites un effort, remplissez les conditions et puis rejoignez-nous. Rejoignez-nous. Donc, ça veut dire, par contre, si cette monnaie échoue, s'il y a des difficultés visibles, les autres ne voudront pas rejoindre le premier cercle. Mais si ça marche très bien, évidemment, chaque pays voudra faire des efforts afin de faire partie de ce groupe. Alors, chers confrères, ce soir,
il était question de deux histoires, hein, de promesses. D'abord, Macky Sall qui a construit une candidature internationale sans l'aval de son continent d'origine, hein, et dont son propre successeur vient de faire le pari pour des raisons qui semblent autant judiciaires que politiques. Et la CEDEAO qui confirme, hein, une monnaie dont elle parle depuis l'an 2000, hein, dans une zone amputée de trois membres aujourd'hui. Nous parlons bien sûr du Burkina Faso, du Mali, du Niger, sans dire qui sera vraiment prêt en 2027. Alors, dans les deux cas, la question n'est pas de savoir si l'ambition est légitime, disons-le, elle l'est. Alors, la question est plutôt de savoir si les institutions sont à la hauteur de leur propre annonce. Votre verdict par rapport à cela, Anissé. Qu'est-ce que vous Euh, en pensez? disons, disons que pour Macky Sall, l'ambition est plutôt personnelle. Hmm. Même si il présente sa candidature au nom du continent africain, même si sa candidature a été plutôt présentée par le président burundais et président en exercice de l'Union africaine. Donc, on peut dire que c'est une ambition plutôt carriériste sur le Oui. plan personnel et qu'il est soutenu par les pays, surtout les pays africains, mais également d'autres puissances occidentales essentiellement, et qui vient de jouir du soutien de son pays natal, le Sénégal, surtout avec l'entretien qu'il a eu avec son successeur, Bassirou Diomaye Faye. Mais pour ce qui est justement de l'éco, c'est plutôt un combat d'ensemble. C'est un voyage d'équipe. Des gens qui décident de travailler en équipe plutôt que de travailler en solo. Au lieu d'avoir une monnaie pour chaque pays, on va essayer dans le cadre de l'UMOA avoir une monnaie unique. Je pense que justement, là, c'est global. Et je pense que quand on travaille dans l'ensemble, justement, on peut atteindre facilement les objectifs qu'on s'est fixés. Si on travaille ensemble, on peut atteindre facilement les objectifs qu'on s'est fixés. C'est sur ces mots que nous allons nous quitter. Merci beaucoup, chers confrères. Je rappelle que vous êtes journaliste, frileux des questions de l'actualité africaine, des questions politiques et tout ce qui concerne l'actualité africaine. Merci à vous également de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. N'hésitez pas à partager, à nous laisser un petit pouce sur cette vidéo. Vos commentaires nous feront également plaisir. Partagez avec nous vos idées et proposez-nous pourquoi pas des sujets. Nous allons ensemble en discuter. Alors, partagez également cette émission autour de vous. On va se dire à la semaine prochaine dans Regard sur l'Afrique et nous vous souhaitons d'ores et déjà un très bon week-end. Merci beaucoup, chers confrères. Merci beaucoup, Prudence. Bon week-end à toi et bon week-end à tous nos auditeurs. Voilà. Merci.